Cette petite peinture m'a pris 6 heures et cette image générée avec l'IA 20 secondes. Alors, est-ce que l'IA va-t-elle remplacer les artistes? C'est la question du moment. C'est l'épineuse question à laquelle je vais essayer de répondre, ou du moins apporter mon point de vue. Je suis Florian et ça fait 7 ans que je travaille dans les dessins animés et les jeux vidéo en tant que concept artiste. Évidemment, je suis le premier concerné par ces avancées technologiques puisque c'est censé me remplacer. Mais finalement, après être passé par plusieurs étapes, la peur, le déni, etc., hein, qu'on connaît. Et ben finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si révolutionnaire que ça. Je m'en suis beaucoup servi ces derniers temps. Et finalement, j'ai pu en tirer quelques conclusions que je vais vous partager. Alors déjà, l'IA lit pas dans nos pensées. C'est quand même une de ses premières limites. Si on a une image en tête très précise, c'est quasiment impossible de la retranscrire exactement mot pour mot. Si je vous dis d'imaginer par exemple un coffre-fort avec des ornements dessus, le bois d'une certaine texture, etc., on va tous avoir une vision très différente de ce coffre-fort. L'IA aussi d'ailleurs, elle va avoir sa propre vision. Au final, le temps que je passe à décrire un objet mot pour mot, etc., à faire un joli prompt comme on essaie de nous dire, eh ben en fait ce serait plus rapide juste de le dessiner. Donc tous ceux qui disent: «Oui, mais le prompt, ça met du temps à se faire, faut bien décrire et cetera, faut faire des allers-retours». Bon, bah, moi, c'est déjà fini, quoi. Alors même si maintenant on peut arriver à la guider, il y aura toujours quand même des limites. Ça comprend pas bien la plongée, la contre-plongée, c'est en fait, les guides qu'on lui donne vont pas toujours, être suivis et puis de toute façon, ça sera jamais vraiment comment, on l'imaginait, même avec ces guides-là. Donc au final, c'est pas forcément non plus, un argument, quoi. Donc on va se heurter à un autre problème aussi, c'est, le fait de générer des centaines et des centaines d'images comme ça. Mais au final, qui va les trier? Donc sans un œil averti, vous n'allez pas en faire grand-chose de toutes ces images. Donc on va quand même devoir, apporter un œil ou du moins une direction artistique à toutes ces images pour qu'elles aient une réelle cohérence entre elles et que ce ne soit pas juste des images mis côte à côte comme ça, sans aucun but. Alors, c'est génial toutes ces images, hein, on peut faire un muse avec, vous allez voir votre neveu, vous faites un Pikachu en mode Batman, bon voilà, c'est très bien, mais au final, c'est pour un travail de design vraiment, utile, avec quelqu'un qui va se servir de ça derrière, bah, en fait, ça a pas vraiment de but et c'est pas terrible, en fait. Alors cet exemple du Pikachu, en mode Batman, c'est assez, intéressant puisqu'en fait, ça montre, que la plupart des gens voient pas forcément, la différence entre l'IA et ce qui est pas de l'IA. Ça crée une forme de détail un peu abstrait. On a l'impression que c'est détaillé, mais en fait, quand on regarde vraiment, dans le détail, ça a aucune cohérence, tout part, sans s'enchevêtre les uns dans les autres. Enfin, il y a aucun sens, en fait. Mais pour le tout venant, ça paraît exceptionnel et ça l'est d'ailleurs, d'une manière. Alors maintenant, on va parler un peu de valeur marchande, puisque c'est, quand même l'un des principaux points. Pourquoi un studio d'animation de jeux vidéo me paye pour dessiner? En fait, ils font avoir une liste de décors, de personnages, d'objets à designer, donc toute une pile. Comme la dose de travail est trop élevée pour une seule personne, bah, on la délègue donc cette création à d'autres, donc à mes collègues et moi-même. Le directeur artistique, il va établir une bible graphique. Quel style on va utiliser? Est-ce qu'on exagère les formes? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est cartoon? Dans quel monde se passe l'histoire aussi? Sur l'espace, sur Terre, etc. Donc toutes ces questions, elles doivent être dégrossies en amont du projet, donc qu'importe le projet. Et ça, cette valeur, l'IA, elle peut pas l'avoir, puisqu'en fait, on revient au 1er point, puisque si vous voyez pas la différence entre l'IA et le dessin humain, c'est que, en fait, votre œil, il est pas prêt à faire le travail. Donc vous pouvez pas prétendre à un travail, déjà professionnel. Même si vous générez des milliers d'objets différents, des casques, des coffres-forts, ce que vous voulez, ils seront sûrement pas dans la bonne direction dès le premier coup. Donc il va falloir repasser dessus, pour faire en sorte que ça rentre dans la direction artistique, voire carrément le reprendre et tout refaire, ce qui arrive, tout le temps avec l'IA. Moi, chaque fois que j'utilise, je suis obligé de reprendre. Donc en fait, au final, c'est bien pour donner quelques directions, mais quand il faut vraiment aller dans le dur, dans le design, comment les choses s'embriquent entre elles, comment elles fonctionnent, et ben, en fait, il y a plus personne et elle comprend plus rien l'IA. D'ailleurs, elle sait pas où sont les angles de rotation, comment ça rentre dans ça, et cetera. Si vous voulez essayer de faire une voiture, ça paraît, mécaniquement correct, mais en fait, pas du tout. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait une voiture à 6 roues un jour, j'ai essayé, impossible de lui sortir une voiture à 6 roues. Je voulais juste 2 roues devant, comme dans celle dans Cyberpunk là, 2077. Impossible, ça faisait vraiment, n'importe quoi, quoi. Et même avec des guides, même en dessinant bien, les 2 roues devant, il y a pas moyen, il veut pas faire, une voiture à 6 roues. Donc déjà, ça limite, énormément, en termes de design.
Donc évidemment, d'un point de vue économique, tous ceux qui ne feront que du prompt, qui aiment bien se dire artistes, prompt artistes d'ailleurs même, bah, en fait, ils n'ont aucune valeur puisqu'ils ne pourront pas retoucher l'image, ils pourront pas apporter une plus-value, donc en fait, ça vaut rien et comme tout le monde peut le faire, bon, bah, voilà, c'est une compétence, à la portée de n'importe qui, donc elle a aucune valeur, quoi. Donc si tout le monde est capable de réaliser ces illustrations, en fait, il y en a pas beaucoup qui peuvent vraiment se prétendre, illustrateurs, quoi. D'ailleurs, on a l'exemple, tous les jours avec l'appareil photo, on en a un dans la poche, pourtant, combien sont vraiment capables d'expliquer, une profondeur de champ, une ouverture, le diaphragme, une vitesse d'obturation et cetera? Bon, en fait, vous verrez que personne ne sait ce que c'est et pourtant c'est dans notre poche tous les jours. Pareil pour les films, hein, on peut filmer et cetera, mais de là à devenir un réalisateur, il y a quand même un monde, quoi. Donc il y a un autre exemple de la valeur, quasi nulle de ces images, qui est assez drôle, c'est, les cahiers de coloriage. Donc comme on peut générer à peu près n'importe quoi avec ça, on peut aussi générer des dessins en noir et blanc, juste au trait et il y a des petits malins qui sont même encore allés plus loin en créant donc des cahier entier de coloriage généré, par IA. Vous en doutez bien, tout le monde, veut sa part du gâteau. Comme ça devient un bien en abondance, bah, forcément sa valeur a diminue. Alors le premier, c'est peut-être gavé, il a fait un petit braquage, mais après bon, c'est fini, il se fait bouffer par la concurrence. Tout le monde tire les prix vers le bas et en fait il a plus aucune marge et son cahier de coloriage, il vaut plus rien, quoi. Donc on en revient finalement au premier point. S'il y a tellement d'offres, comme ça, pour se démarquer de la concurrence, eh ben, il va peut-être falloir, au final, appeler un artiste, qui va augmenter la qualité et on va pouvoir jouer sur ça, ça peut devenir un argument marketing et cetera et en fait, le travail qui était à la base, supprimé, bah, en fait, il nous revient, quoi. On va devoir refaire, ce qui était censé nous avoir remplacés, quoi. Donc c'est ce qui est assez cocasse quand même. Alors maintenant, la question la plus brûlante, est-ce que l'IA vole les artistes? Bon, alors déjà, il faut savoir que la plupart des artistes qui se plaignent de ça, il y a peu de chances qu'ils se soient fait voler. Faut pas oublier que quand même, ça représente, une infime partie de la banque globale de données des IA. On parle en 0,00, une infinité de zéros, 1% quoi, voire pas du tout parce qu'on peut regarder sur certains sites si nos images ont été utilisées pour être entraînées. Et en fait, il y en a, ils vont prendre une douche froide parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils se battent contre un truc qui les concerne même pas, quoi. Donc de toute façon, tout ce que vous postez sur internet, vos images, vos dessins, ils vous appartiennent plus, en fait. C'est la propriété d'Insta, de Facebook, de YouTube, peu importe et vous y avez consenti puisque vous avez accepté les conditions générales d'utilisation, que personne ne lit d'ailleurs, moi le premier. Donc si demain, Facebook décide d'utiliser vos photos pour les entraînements, bah, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est soit vous quittez la plateforme, soit vous acceptez. Donc qu'est-ce que vous faites, quoi? Mais bon, faut pas être naïf non plus parce que les prochaines plateformes, elles feront sûrement la même chose. C'est une telle mine d'or, toutes ces images que, en fait, ceux qui veulent pas le faire pour l'instant, c'est juste qu'ils ont pas beaucoup de données et ça vaut pas grand-chose, quoi. On peut prendre l'exemple, de Kara, par exemple, qui a voulu prendre un peu ce pli où dire, «Bon, nous, on va protéger les artistes» et cetera. Donc il y a quelques artistes qui ont bougé d'Instagram pour aller sur Kara, mais en fait, Kara, c'est quasiment mort, c'est juste un petit entre-soi comme ça, d'artistes, qui veulent pas se voler ou je sais pas quoi. Enfin bon, en fait, cette base de données, elle vaut rien parce que comparé à Instagram. C'est pour ça qu'ils peuvent prendre le parti de dire, «Non, bah, on donnera pas vos données». Mais si un jour, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, soyez sûr que, face à un gros chèque, ils vont peut-être revenir sur leur décision et nous, on va faire quoi? On va rebouger encore sur notre plateforme jusqu'à ce qu'ils vendent les données de ça. Enfin, c'est un cercle sans fin donc pour moi, c'est déjà, c'est c'est du temps de perdu, quoi, clairement, De toute façon, ces modèles d'IA, de toute façon, ils sont open source donc on peut les entraîner avec ce qu'on veut. Et déjà avec tout ce qu'il y a dans le domaine public, l'IA aura déjà quand même un sacré niveau parce que vu les centaines d'années, voire, les millénaires de création, artistique de l'homme, ça va être largement suffisant pour nous dépasser, là tout de suite, quoi. Alors vous allez me dire: «Oui, mais en fait, ça a été entraîné sur la photo de l'œuvre, qui appartient au musée, donc c'est pas libre de droit». Oui, mais en fait, c'est pas vraiment un problème parce que si Midjourney, hein, ils envoient, 10 photographes, aux 4 coins de la terre et ils photographient tout, ils leur demandent des droits d'exploitation, le problème, il est réglé donc c'est pas vraiment un problème, quoi. Maintenant, je pose la question à ces fameux artistes, anti-IA qui chouinent un peu sur Twitter et dans les commentaires YouTube. Qu'en est-il de vos fanarts? Vous qui vendez des dessins de Pikachu et Sangoku sur les stands de la Japan Expo, vous avez reversé les droits d'auteur à la Pokémon Company?
Moi, je crois que j'ai ma réponse, hein. Donc, votre notion de vol, évidemment, s'arrête à la frontière de votre porte-monnaie. Et les concept artistes, d'ailleurs, c'est pareil, hein, ceux qui ont volé des milliers d'images sur Pinterest et Google Images, moi le premier, hein, pour leurs propres illustrations, à coup de grands CTRL-C, CTRL-V sans vergogne, je vous vois aussi, et c'est pas la peine de pleurer non plus, quoi. Alors évidemment, il y a quand même certains artistes pour qui ça va poser un vrai problème. Je vais prendre l'exemple de Ian Mackie. Ça fait quand même 15 ans qu'il nous sort des bateaux, des épaves qui flottent dans les airs. Bon, il nous refait encore un 360 pages de Kickstarter pour nous refourguer la même cam. Bon, ça, je suis taquin. Mais effectivement, quand on a créé un monde comme ça, un style pendant des années, on n'a pas envie de le voir, un modèle d'IA entraîné sur ça. Et là, effectivement, là, pour moi, c'est un vrai problème. Mais on se rapproche un peu du vol, là, clairement. Ça doit être, régularisé. Mais malheureusement, bah, c'est un problème qui existe déjà depuis quelques années. On a vu des artistes se faire voler leurs images par des sociétés chinoises qui après font du dropshipping de tapis de souris, de t-shirts et de mugs avec leur propre design. Donc voilà, c'est un problème. De toute façon, ça a toujours été un problème, le vol de propriété. Bon, bah, on lutte comme on peut, quoi. Voilà. Alors sortons un peu du cadre du dessin pour finir mon point de vue. L'autre jour, j'étais sur Blender et je voulais faire un plugin pour automatiser une tâche qui me prenait du temps, etc. Donc, premier réflexe, je me dis, je vais le faire sur ChatGPT. Et bah, vous savez quoi? J'ai pas réussi. Alors, même si le script, il est là, hein, il y a des lignes de code et tout, c'est très bien. Mais dès que j'appuie sur Play pour le lancer, bah, le script, il marche pas. Donc, il fait pas ce que je lui demande. Donc, j'ai beau faire des allers-retours, etc. Et bah, au final, j'ai toujours pas mon plugin. Et en plus, je comprends rien au Python, au langage Python. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, dans ce cas-là? Bah, je vais devoir appeler un développeur. Donc, on en revient au point précédent sur la valeur ajoutée, et c'est là que ça devient intéressant. Si le développeur, il s'aide de l'IA, il va pouvoir prendre plus de clients, et s'il avait un projet, comme je lui demande, qui lui aurait coûté 5 jours de travail, il m'aurait facturé 1 500 €, alors que là, il va me facturer un jour de travail à 300 €, et bah, 300 €, là, ça devient un tarif un peu plus intéressant pour mon utilité, donc pour ce que j'en ai besoin. Donc, il va s'ouvrir en fait un nouveau marché qui potentiellement n'était pas accessible avant parce qu'il n'avait pas la rapidité d'exécution. Parce que lui, il va ouvrir le script Python fait par ChatGPT, il va corriger ça en 2 secondes, il va tout de suite comprendre, etc. Il va amener son expertise et ça va prendre 2 secondes. Un truc qui, moi, m'aurait pris des années, quoi. Et c'est ça que les artistes anti-IA, ils veulent pas comprendre. Les gens qui utilisent l'IA, de toute façon, ils vous auraient pas payé, quoi qu'il en soit. Si un youtubeur il fait 50 illustrations en IA, ça va lui coûter 20 € par mois. Vous croyez vraiment qu'il allait vous lâcher 300 € par jour pour que vous lui envoyiez la moitié d'une illustration à la fin de la journée parce que vous refusez d'être compétitif, juste parce que je suis un artiste, c'est moi qui l'ai fait, machin, faut nous supporter, etc. Bah, vous rêvez en fait. Si vous voulez faire ça d'une manière professionnelle, vous faites de la prestation de service et le client il a un problème, soit vous le résolvez, soit vous le résolvez pas. Donc, dans tous les cas, quelqu'un à côté, il le fera à l'IA et il prendra le client. Donc, vous êtes perdant dans tous les cas. Puis, faut arrêter aussi avec ce délire de l'artiste fauché, machin, je suis maudit, je vends rien, etc. À la lueur d'une bougie qui fait son œuvre, qui se met minable à l'absinthe. Voilà, c'est une vision romantique, romancée, etc. Et c'est complètement à côté de la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on produit, hein. Faut vraiment s'enlever ce truc-là de la tête. Il y a un besoin, on est payé pour le résoudre et c'est tout. Au même titre qu'un maçon, on lui demande de faire des maisons. Quand vous faites un jeu, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se vende. On fait pas un jeu pour faire un jeu, pour nous faire plaisir. On va pas passer des années à développer un truc et se dire: «Oh mais c'est bon, il a été fait dans la douleur, c'est un bon jeu» et cetera. Non, on va faire un jeu et on veut qu'il marche et on veut qu'il se vende pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on aime. Voilà, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je pense que c'est bien de le rappeler quand même. Alors, le seul cas où je vois qu'il risque d'y avoir un gros problème sur le remplacement des artistes, bah, je l'ai un peu évoqué juste avant sur la propriété intellectuelle. Si vous signez un contrat avec Marvel, par exemple, je vais prendre le plus gros studio de comics, tout ce que vous produisez chez eux leur appartient. Donc, c'est leur design, c'est leur histoire, etc. C'est leur scénario. Et donc, s'ils entraînent un modèle euh, basé sur leur propre propriété intellectuelle, bah, effectivement, là on pourra rien faire puisque de bout en bout, le modèle est open source et en plus, tout leur appartient. Donc
là, effectivement, ceux qui travaillent dans la BD, pour eux, bah, ils ont un peu de soucis à se faire, quoi. Donc voilà, ça, c'est le seul point où je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont, garder leurs artistes? Est-ce qu'ils vont les virer? Est-ce qu'ils vont les écrémer? C'est compliqué. Là, c'est le pire scénario, on va dire. Chose aussi, là où la création d'un jeu ou d'un film, demandait des centaines de personnes, la taille des équipes, risque de réduire. Mais au final, est-ce que c'est pas une plutôt sain? Puisque la démocratisation de ces outils, ça va sûrement créer une vague de nouveaux artistes, qui créeront des œuvres, des jeux, voire des studios indépendants. Et au final, les gros studios vont quand même devoir garder leur talent, puisque les équipes vont devoir garder l'avantage concurrentiel sur les plus petits studios, qui vont venir un peu gratter les parts de marché, qu'ils pouvaient pas avoir avant parce qu'ils n'avaient pas la même puissance de frappe, quoi. Et maintenant, on peut faire, presque des jeux vidéo dans sa chambre, hein. Bon, c'est grossier, mais dans l'idée, ça devient vraiment, vraiment accessible. Donc j'espère qu'il y aura des studios, indépendants qui vont venir un peu, titiller les gros, et comme ça va un peu répartir aussi les talents, quoi. Puisque si tout le monde veut travailler dans les gros studios, ça pose un problème. Alors que là, ça peut, générer aussi de l'intérêt pour des plus petites structures, et cetera, quoi. Je ferai peut-être une vidéo en détail sur, comment, l'utiliser pour que vous vous rendez vraiment compte qu'on est assez loin de la révolution qu'on essaie de nous vendre. Évidemment, tout ça, ça ne s'applique pas à ceux qui pratiquent le dessin, ou la peinture, comme loisir. La question de l'IA se pose même pas puisque c'est vraiment que du plaisir. D'autant que l'homme, de toute façon, il aura toujours envie de faire des choses. On a peint et dessiné depuis la nuit des temps. Il y a eu plein d'avancées technologiques, qui étaient censées, nous remplacer. Bon, on continue à le faire, on continuera à le faire, jusqu'à la nuit des temps, ça j'en suis, assez convaincu. Et de toute façon, le réel n'est pas remplaçable, donc ceux qui aiment peindre avec de la peinture, bah, ils continueront à aimer ça et ils se tourneront jamais vers l'IA. Pareil pour la musique, générative. On peut générer de la musique maintenant, mais vous n'empêcherez jamais les gens de chanter, d'apprendre à faire de la guitare, du piano, et cetera. Heu, Jouer de la musique, ça procure des sensations infiniment plus, agréables qu'appuyer sur un bouton et avoir, une musique. Voilà, donc c'est tout pour, cette vidéo. Donc si vous avez des commentaires et cetera, vous pouvez me les laisser en commentaire et je vous dis à la prochaine.